Bonjour à tous. Alors, pour commencer, pour le SMIC, les grilles de salaire agricole et les valeurs au 1er janvier 2026. Donc, le SMIC a augmenté de 1,18% au 1er janvier 2026. Il passe donc de 11,88 € de l'heure à 12,02 € brut. Le minimum garanti, quant à lui, est revalorisé à 4,25 €. Donc, la valeur minimale à prendre en compte est donc celle du SMIC à 2,02 €. Et cela pour tous les minima de salaire conventionnel qui resteraient inférieurs à compter du 1er janvier 2026. Concernant les stagiaires, leur gratification minimale passe de 4,35 € à 4,50 € par heure. Ça correspond à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. Au niveau de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA, pour l'IDCC 7024, le palier 1 et le palier 2 sont rattrapés par le SMIC à 12,02 €. Il faut donc être vigilant à bien augmenter vos salariés de ces paliers. Sachez qu'une négociation a eu lieu le 20 janvier 2026. Une nouvelle grille de salaire est désormais disponible, mais pour le moment, elle est facultative. L'entrée en application est possible pour les entreprises qui le souhaitent dès à présent. Dans ce cas, prévenir votre technicien paye ou votre gestionnaire de paye pour l'appliquer dès à présent, car ce n'est pas automatique. Sinon, elle sera applicable pour toutes les entreprises le premier jour du mois suivant l'arrêté d'extension. Donc, pour le moment, on applique la grille, la précédente grille, et celle-ci, on attend l'arrêté d'extension. Si vraiment vous souhaitez l'appliquer dès janvier, il faut avertir votre service paye. De même, pour la convention collective nationale des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, pour l'IDCC 7025, à compter du 1er janvier 2026, attention à bien appliquer le SMIC pour le niveau 1 échelon 1 à 12,02 €. Ils ont également négocié le 7 janvier une nouvelle grille de salaire. Elle rentrera en application dès le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension, mais les entreprises qui le souhaitent peuvent l'appliquer dès à présent, tout en pensant à prévenir le service paye concerné. Nous avons également les avantages en nature qui ont augmenté au 1er janvier. Donc, l'avantage en nature nourriture pour un repas passe à 5,50 €. Lorsqu'il y a 2 repas pris sur l'exploitation, on passe à 11 €. Il y a aussi, attention au barème des conventions collectives départementales qui parfois peuvent avoir un montant un peu différent. Là, on parle du national. Et au niveau des logements, l'avantage en nature a augmenté dans toutes les colonnes, c'est-à-dire que les rémunérations brutes mensuelles à prendre en compte ont été revues à la hausse. Les montants pour une pièce sont revus à la hausse également, et lorsque les logements sont dotés de plusieurs pièces, les montants ont été revus à la hausse également. Donc le plafond annuel de la sécurité sociale a été réévalué de 2% au 1er janvier, ce qui nous porte le plafond annuel de 48 060 €, le plafond mensuel à 4 005 € et le plafond horaire à 30 €. Concernant les titres restaurants, à compter du 1er janvier 2026, la participation financière de l'employeur à l'acquisition d'un titre restaurant est réévaluée à 7,32 € par ticket, donc par journée. À noter que la loi du 21 janvier prolonge jusqu'en 2026 l'utilisation des titres restaurants pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable. Ensuite, concernant les nouveaux taux de cotisation au 1er janvier 2026, au sujet du versement mobilité régionale, donc pour rappel, on avait une contribution versement mobilité qui était due par tous les employeurs privés ou publics qui emploient 11 salariés et plus dans une zone où est mis en place le versement mobilité. Donc ça concerne vraiment des zones qui sont ciblées sur des listes qui sont disponibles sur les sites officiels, donc pour les employeurs de plus de 11 salariés. Cette même règle s'applique aux contributions de versement mobilité additionnelle, la VMA, et aux contributions de versement mobilité régionale et rurale, dans les zones où elles sont instaurées. Les taux sont réévalués 2 fois par an, en janvier et en juillet. À compter du 1er janvier 2026, les taux et périmètres de VM, VMA ou VMRR évoluent sur le territoire
des autorités organisatrices de mobilité ou régions. Donc, bien penser à contrôler les taux. Nous avons la mise en place du VMMRR à 0,15% pour la région Centre-Val de Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce n'était pas le cas en 2025. Donc ça, c'est la nouveauté. Concernant la cotisation vieillesse déplafonnée, la part patronale de cotisation finançant l'assurance vieillesse appelée sur la totalité du salaire passe à 2,11% pour les périodes d'emploi courant depuis le 1er janvier 2026. Nous étions à 2,02 jusqu'en 2025. Nous avons aussi, pour janvier 2026, une bonne nouvelle concernant les cotisations accidents de travail, MSA, pour tous les taux des entreprises inférieures à 20 salariés, car au-delà, ce sont des taux personnalisés. Donc, nous avons une baisse sur la quasi-totalité des taux applicables en agriculture. Seuls les apprentis ne changent pas et nous avons une petite augmentation de 1,15 à 1,17% pour le taux bureau. Donc vraiment une augmentation minime au niveau du taux bureau. Sinon, dans la majorité des cas, une baisse du taux de cotisation accident de travail. Alors, bonjour à tous. Nous allons passer maintenant à l'aide à l'apprentissage qui évolue à compter du 1er novembre 2025. Donc, il va y avoir une proratisation et cette aide va être différée à compter donc du 1er mars 2026. Donc, pour rappel, des conditions d'application de l'aide à l'apprentissage. Il s'agit des contrats d'apprentissage conclus à compter du 24 février 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, pour les conditions, il faut avoir un diplôme visé jusqu'à Bac+5 dans une entreprise de moins de 250 salariés. Cette aide est fixée, le montant est fixé à 5 000 euros, 6 000 euros en cas de situation de handicap. Et le versement se fait la première année d'exécution d'un contrat d'apprentissage uniquement, quel que soit le nombre de contrats d'apprentissage de l'apprenti chez le même employeur. Donc l'aide n'est valable qu'une seule fois. Et le paiement est versé mensuellement, automatiquement, avant le paiement du salarié de l'apprenti. Donc, qu'est-ce qui va changer à compter du 1er novembre 2025? C'est les cas de proratisation, c'est-à-dire qui vont arriver en cas d'embauche, de suspension du contrat ou de rupture du contrat au cours de cette première année d'exécution ouvrant droit à l'aide. Et cette proratisation se fait au nombre de jours du contrat réellement exécuté. Donc, si l'apprenti est arrivé le 15 du mois, donc cette proratisation se fera sur 15 jours. Et cette aide, le versement va être différé à compter du mois de mars 2026 pour les contrats conclus entre le 1er novembre 2025 et février 2026. Donc maintenant, on va voir quelles sont les dates de conclusion des contrats d'apprentissage qui sont concernés. Donc il y a plusieurs cas. Tous les contrats qui sont arrivés à terme avant le 1er novembre 2025, il n'y aura pas de proratisation, ça ne les concerne pas. Les contrats conclus avant et qui sont toujours en cours au 1er novembre 2025, mais qui vont être rompus avant mi-février 2026. Donc, dans ces cas-là, la proratisation va se faire sur le dernier mois du contrat incomplet. Mais il va y avoir une demande de remboursement qui va être envoyée par l'ASP après mi-février 2026 sur le trop perçu. Pour les contrats qui sont conclus avant, toujours en cours au 1er novembre 2025, mais qui vont être rompus après mi-février 2026. À ce moment-là, la proratisation se fera toujours sur le dernier mois du contrat incomplet, mais elle sera automatiquement appliquée par l'ASP. Et ensuite, donc, les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er novembre 2025 et février 2026. Donc là, le versement de l'aide qui va survenir mensuellement avant le paiement du salaire de l'apprenti va être différé jusqu'en mars 2026. L'éligibilité de l'aide sera étudiée à partir de mi-février 2026 en fonction des textes en vigueur à la date de conclusion du contrat d'apprentissage. Et
Donc la proratisation, le cas échéant, sera appliquée au contrat inférieur à un an d'exécution et les premiers versements dus seront versés à partir du mois de mars pour la période de contrat précédant cette date. Et donc pour après 2026, pour l'instant, la loi de finances n'a pas été votée concernant l'aide à l'apprentissage. Donc on n'a pas plus d'informations à vous communiquer à ce jour. Et vous pouvez aller sur le site travail donc de Emploi Gouv pour voir si vous le souhaitez. Il y a un guide des aides à l'apprentissage qui est très bien fait pour plus d'explications. Nous allons maintenant vous présenter les mesures P de la loi de finances 2026. Alors, il y a le relèvement du forfait social sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Donc, le taux du forfait social augmente de 30 à 40% sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite. Pour rappel, ce forfait social avait déjà été rehaussé en septembre 2023, passant de 20 à 30%. À l'époque, cette décision visait déjà à limiter le recours aux ruptures conventionnelles, parfois considérées comme abusives. Le gouvernement soupçonne notamment les entreprises de les utiliser comme des départs en pré-retraite ou des licenciements déguisés. Il y voit aussi un potentiel frein au plein emploi en garantissant aux anciens salariés des allocations chômage, contrairement à la plupart des démissions, qui ne les inciteraient pas forcément à rechercher immédiatement un emploi. Également, un nouveau congé supplémentaire de naissance qui est créé. Ce nouveau congé permet aux parents de bénéficier d'un congé supplémentaire et indemnisé suite à l'expiration du congé maternité, paternité ou adoption. Il vise à renforcer l'égalité homme-femme et à donner plus de temps aux familles pour concilier vie professionnelle et vie familiale. D'une durée de 1 ou 2 mois par parent, il peut être fractionné en 2 périodes non consécutives d'1 mois. Les parents peuvent choisir de prendre ce congé simultanément ou de manière alternée. Ils devront informer leur employeur au moins 1 mois avant le début du congé, en précisant la date de début, la durée du congé, et en cas de congé de 2 mois, s'il est fractionné ou non. Ce congé sera indemnisé à hauteur de 70% du salaire net le premier mois et 60% le second mois. Il devra être pris dans les 9 mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant, mais pour les enfants nés ou arrivés au foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, il pourra être pris jusqu'au 31 mars 2027, soit dans un délai maximal de 9 mois à compter du 1er juillet 2026, car en raison des contraintes techniques liées à sa mise en place, les indemnisations ne débuteront qu'à partir du 1er juillet 2026. Également, un encadrement des arrêts de travail prévus à partir du 1er septembre 2026. Donc, il a été constaté que les médecins ne respectaient pas les fiches repères publiées par l'assurance maladie qui mentionnent les durées indicatives des arrêts en fonction du motif. À compter du 1er septembre 2026, des durées limites vont être imposées pour les arrêts maladie en fonction du motif de l'arrêt. Fixées par décret, elles devront respecter un plafond, 1 mois pour les arrêts initiaux et 2 mois pour les prolongations. Des dérogations seront néanmoins possibles. Magali, je te laisse la parole. Nous allons maintenant aborder le cumul emploi-retraite. Donc, jusqu'à la fin de l'année 2026, lorsqu'un retraité souhaitait reprendre une activité professionnelle, on était donc dans 2 situations possibles. Soit il était parti à la retraite donc avant l'âge légal, auquel cas il y avait un cumul possible entre sa pension de retraite et son revenu actuel, mais qui était plafonné à 1,5 fois le salaire de son activité précédente. S'il était parti à la retraite à l'âge légal, il y avait un cumul libre, donc sans limite. Attention toutefois à respecter le délai de 6 mois si la reprise d'activité se fait chez le même employeur. À compter donc de 2027, les règles deviennent beaucoup plus strictes et on se retrouve dans 3 situations possibles. Donc, soit la personne qui reprend son activité est partie avant l'âge légal de la retraite, auquel cas il n'y a aucun cumul possible. La pension de retraite sera réduite à due concurrence des revenus professionnels. Si la personne est partie entre l'âge légal et 67 ans, donc il y a un cumul possible mais qui est limité et qui se calcule par rapport à un seuil qui sera fixé par décret. Et c'est uniquement après donc un départ à 67 ans qu'il y aura un cumul intégral possible entre la pension de retraite et le salaire d'activité.
Je Nous laisse la a- parole à Audrey. Nous allons aborder également l'extension de la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires. Donc, à compter du 1er janvier 2026, la déduction forfaitaire de 50 centimes par heure supplémentaire est étendue aux employeurs de 250 salariés et plus. Pour rappel, les employeurs de moins de 20 salariés bénéficient à ce jour de 1,50 € par heure supplémentaire et les employeurs de plus de 20 salariés jusqu'à 249 bénéficient à ce jour de 50 centimes par heure supplémentaire. Donc, je vais aborder le sujet de la réduction générale applicable à compter du 1er janvier 2026, donc la réduction générale dégressive unique. Donc, à compter du 1er janvier 2026, la réduction générale dégressive unique est mise en place en remplacement de la réduction générale des cotisations patronales. Aussi, le taux réduit des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès est supprimé. La cotisation patronale s'élèvera désormais à 13% contre 7% auparavant. De même, le taux réduit des cotisations d'allocation familiale disparaît, donc la cotisation patronale passera de 3,45% à 5,25%. Nous vous avons mis à l'écran les deux formules des cas qu'on peut rencontrer principalement en production agricole. Donc le cas numéro 1 est pour les salariés non cadres affiliés à l'Alliance professionnelle Agir Carco Section Agrica, donc autrement dit les salariés non cadres de la production agricole, qui ont une répartition de leur cotisation retraite 50-50, 50% par employeur, 50% par salarial, différent du régime général. Et le cas numéro 2, pour les salariés techniciens, agents de maîtrise, cadres, affiliés à l'Alliance professionnelle Agir Carco Section Agrica et les salariés non cadres affiliés à une caisse de retraite complémentaire différente, donc qui ont une répartition de leur cotisation retraite 40%, 40-60, je suis prise d'un doute, 40% employeurs, 60% salariés. Le plafond de la réduction générale dégressive unique est porté à 3 SMIC. Il était de 1,6 SMIC jusqu'au 31 décembre 2025. Donc la RGDU concernera beaucoup plus de rémunération que l'ancienne réduction, mais retenez que les taux réduits des cotisations maladie, maternité, invalidité, décès et allocations familiales sont supprimés. Donc plus de cotisations patronales et plus de salariés concernés par rapport à leur niveau de rémunération. En production agricole, la combinaison de ces évolutions que nous venons de présenter conduit à un poids des cotisations patronales qui augmente en 2026 par rapport à 2025, y compris pour les personnes au SMIC en raison de la baisse de la cotisation accident de travail mutualisé. On a étudié la réduction. Ça veut dire que les salariés ayant jusqu'au taux horaire de 16,03 € de l'heure sont impactés par une augmentation de leur cotisation. Donc, le poids des cotisations patronales baisse à partir de 16,04 € de l'heure, soit 1,334 SMIC. Et après, il réaugmente à partir de 3 SMIC, vu que la RGDU n'est plus applicable pour ces rémunérations-là. Donc, en production agricole, jusqu'au coefficient 143 palier 8, le minimum conventionnel aujourd'hui est de 15,32. Il sera de 15,50 quand l'avenant du 20 janvier sera étendu. Donc l'impact se porte donc sur la plupart des salariés non cadres de la production agricole, sachant que le point de bascule est à 16,03 € de l'heure. Un petit rappel, au niveau de l'exonération de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, la loi de finances de la sécurité sociale a supprimé donc les taux réduits d'assurance maladie et allocation familiale, car ils sont désormais intégrés dans la réduction générale dégressive unique. Toutefois, les taux réduits sont conservés pour les rémunérations bénéficiant d'une exonération dégressive comme l'exo TODE, donc l'exonération travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi, donc utilisée dans les contrats saisonniers. En principe,
enfin, principalement dans les contrats saisonniers. Cette cotisation, donc la cotisation patronale maladie, maternité, invalidité et décès reste à 7% dans ces cas-là, et la cotisation patronale d'allocation familiale demeure à 3,45% dans ces cas-là. Pour rappel, l'exonération travailleur occasionnel demandeur d'emploi est applicable pour une durée maximale de 119 jours de travail par salarié saisonnier et ne se cumule pas avec la réduction générale dégressive unique sur la même année civile. La formule de calcul de l'exonération de travail de cotisation patronale pour l'emploi des travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tient compte des mêmes parts de cotisation exonérées que la réduction générale. Si le salarié non cadre est affilié à l'Alliance professionnelle Agir Carco section Agrica, la formule est la suivante. Donc, on vous l'a mis à l'écran. Je ne vais pas la développer là. Voilà, je passe la main à Audrey. Nous allons maintenant passer au sujet des indemnités MSA. Fin de la tolérance d'indemnisation des jours non prescrits entre deux avis d'arrêt de travail en cas de prolongation. Donc, à compter du 1er janvier 2026, la MSA harmonise le traitement des périodes non prescrites entre deux arrêts de travail pour les salariés et les non-salariés. C'est la fin de la dérogation des périodes sans prescription médicale qui ne seront plus indemnisées. Donc, on va avoir 2 cas et 2 exemples par la suite. Le premier cas, si l'interruption sans arrêt de travail est inférieure ou égale à 48 heures, les jours non couverts par un avis d'arrêt de travail ne sont pas indemnisés, mais l'arrêt de prolongation n'est pas soumis au délai de carence des 3 jours. Si l'interruption, par contre, sans arrêt de travail est supérieure à 48 heures, les jours non couverts par un avis d'arrêt de travail ne sont pas indemnisés et la reprise de travail est présumée et le délai de carence s'applique à cette nouvelle prescription. Il y aura donc deux délais de carence. Une nouvelle DSN événementielle ou attestation de salaire doit être réalisée avec le nouveau DJT, donc dernier jour travaillé. Cette règle est déjà appliquée aux arrêts pour accident du travail et maladies professionnelles. Donc, dans l'exemple numéro 1, on a un arrêt initial donc, qui commence du 7 avril au 15 avril, donc avec une carence qui commence, les 3 jours sont du 7 avril au 9 avril. Il y a une interruption sans arrêt de travail du 16 au 17 avril qui ne sera pas indemnisée. Il n'y aura pas d'indemnisation journalière. Et ensuite, du 18 avril au 22 avril, ce sera considéré comme une prolongation d'arrêt de travail avec une reprise du versement des indemnités journalières à compter du 18 avril et pas de nouvelle carence. Dans le deuxième cas, donc l'arrêt est du 14 avril au 18 avril, un premier arrêt. Donc il y a une DSN de signalement qui est transmise. Un délai de carence de 3 jours du 14 avril au 16 avril, une interruption sans arrêt de travail du 19 au 21 avril, donc il n'y aura pas d'indemnité journalière. Et à compter du mardi 22 avril jusqu'au 28 avril, donc un nouvel arrêt de travail, donc une nouvelle carence du 22 avril au 24 avril. Il n'y aura pas d'indemnité journalière du 19 au 21 avril, une nouvelle attestation de salaire à compter du 22 avril et un nouveau dernier jour travaillé à compter du 21 avril et une reprise du versement des indemnités journalières à compter du 25 avril. Nous allons continuer donc avec les cotisations santé et prévoyance complémentaires applicables à compter du 1er janvier 2026. On va d'abord aborder la situation pour les cadres et les TAM, donc techniciens agents de maîtrise, avec une évolution sur la garantie frais de santé qui augmente donc de 5%.
Donc, si vous aviez mis en place la cotisation uniforme, celle-ci passe à 155 €. Et si vous aviez fait le choix de passer sur les cotisations isolées et famille, donc pour la cotisation isolée, on passe à 79 € et pour la cotisation famille à 172 €. Les cotisations de prévoyance, toujours pour les cadres et les TAM, ont également augmenté de 1,33 % au 1er janvier 2026. Donc, concernant la tranche A, on est passé donc de 1,48 % à 1,50 %, réparti donc 1,25 % pour l'employeur et 0,25 % pour le salarié. Et pour la tranche B et C, nous sommes passés de 2,65 % à 2,69 % avec une répartition 1,68 % pour l'employeur et 1,01 % pour le salarié. Concernant la cotisation APECITA, donc qui est une cotisation qui est due exclusivement pour les salariés TAM et cadres, elle ne sera plus à verser auprès de la CPCEA, mais sera désormais à verser auprès de la MSA. Nous passons maintenant pour les salariés donc non cadres avec une modification au niveau de l'organisme de prévoyance. En octobre 2024, il y a donc eu une fusion entre les institutions de prévoyance Agri-Prévoyance et la CPCEA. Qui a mis en place en fait des nouvelles fiches de paramétrage en novembre 2025 et qui doivent être appliquées à compter du 1er janvier 2026. Donc, à compter de cette date, la CPCEA devient donc l'institution de prévoyance pour les salariés non cadres de la production agricole. Donc, ce changement, il n'a aucune incidence sur les contrats existants. Il s'agit juste d'une modification de dénomination et d'un ajustement de paramétrage dans les logiciels de paye. Concernant la mutuelle pour les salariés non cadres, donc il y a une augmentation de la cotisation qui est uniquement due à l'augmentation du PMSS qui augmente du coup de 2 % et on passe donc d'une cotisation de 37,28 € en 2025 à une cotisation en 2026 à 38,05 € répartie donc 50 % pour le salarié, 50 % pour l'employeur qui représente un petit peu plus de 19 €. Nous allons maintenant nous intéresser à la dispense de droits de la complémentaire santé. Désormais, le salarié de l'entreprise de production agricole ou autre, couvert en complémentaire santé en qualité d'ayant droit à titre facultatif ou à titre obligatoire, peut se dispenser de la complémentaire santé mise en place dans l'entreprise, par sa seule propre volonté, mais uniquement lors de certains événements, embauche du salarié ou du conjoint. Pour rappel, auparavant, seule la qualité d'ayant droit à titre obligatoire était admise pour pouvoir se dispenser de cette mutuelle. Ainsi, il suffit que le conjoint, salarié lui-même, fonctionnaire ou indépendant non agricole, couvre le salarié de l'entreprise au moment de son embauche pour que ce dernier puisse se dispenser de la complémentaire santé. Et la même faculté est possible lors de l'embauche du conjoint si elle est postérieure à l'embauche de votre salarié. Un petit schéma pour résumer. Donc on voit, vous embauchez un salarié. S'il est couvert ayant droit, il a la possibilité de se dispenser. S'il n'est pas couvert ayant droit, il n'a pas la possibilité de se dispenser, donc il prend obligatoirement la mutuelle de l'entreprise. Et par la suite, son conjoint est embauché. Et là, il a également la possibilité de se dispenser.